Bonjour chers spectateurs, bienvenue à ce podcast de Africa Evidence Network et Africa Evidence Youth League. Nous avons l'immense honneur de recevoir M. Fréjus Toto. Je me présente, je m'appelle Mamadou Chérif Diallo, je suis statisticien économiste et je travaille à l'Université de Dakar, exactement au laboratoire sur les transformations économiques et sociales. Je suis aussi membre de Africa Evidence Youth League. Bonjour Monsieur Fréjus Toto. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Donc on va laisser à notre cher invité de faire sa présentation avant de passer aux questions. Bonjour et bonjour à tous les spectateurs. Moi, je suis Fréjus Toto, je suis le directeur exécutif du Centre africain pour le développement équitable. C'est un think and do tank qui travaille dans l'Afrique de l'Ouest, surtout francophone, sur les questions de valorisation des données et de soutien à l'utilisation des données probantes dans les politiques publiques. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à la première question qui consiste à... vous devez décrire l'état actuel de la prise de décision fondée sur l'utilisation des données probantes, ou AIDM en anglais, en Afrique francophone. Ok, merci beaucoup. En Afrique francophone, on est dans une période assez dynamique sur cette thématique d'utilisation, je dirais, de production et d'utilisation des données probantes. Nous avons, depuis quelques années, commencé un travail dans la sous-région ouest africaine francophone qui regorge quand même une bonne partie de la population francophone africaine. Et nous avons même, à juste titre, très récemment, réalisé une cartographie des écosystèmes de production, d'intermédiation et d'utilisation des données probantes. Et nous avons fait un certain nombre de constats qui décrivent assez bien là où nous en sommes dans l'écosystème de l'Afrique francophone en termes d'evidence informed policy making ou bien d'utilisation des données probantes dans les politiques publiques. Et le premier constat, c'est assez positif, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une bonne diversité d'acteurs dans la sous-région qui s'intéressent de plus en plus à la recherche, mais pas à la recherche pour la recherche, mais à une recherche qui permet d'informer la prise de décision, d'informer la production de politiques publiques qui peuvent répondre à des questions dont nous faisons face dans la région, les questions de pauvreté, d'inégalité, de changement climatique, les questions de santé publique. Et c'est très positif de voir cette diversité dans l'écosystème en termes de production. En face de ça, nous avons aussi plus de groupes d'acteurs politiques qui sont très intéressés par l'existence de ces données, très intéressés par ce que le chercheur peut produire pour contribuer à la formulation des politiques publiques. Et ça fait deux groupes qui montrent un certain intérêt pour l'utilisation des données probantes dans l'écosystème ou dans les politiques publiques. Mais le deuxième constat qu'on a fait, c'est que l'interrelation ou la connexion entre ces deux mondes est encore assez faible. On voit encore un monde de la production qui reste un peu trop dans son coin pour produire, et on voit un monde de l'utilisation qui est aussi dans le tralala, je vais dire, journalier de la prise de décision ou de la formulation des politiques publiques, et qui n'a pas toujours tout le temps ou toutes les ressources nécessaires pour se connecter très bien à la production. Le troisième élément que nous avons aussi constaté dans l'écosystème, c'est une certaine absence de capacité, de motivation et d'architecture institutionnelle pour faciliter la collaboration entre ces deux mondes. Et je crois que dans la suite, je pourrai revenir sur ces différents aspects. Merci beaucoup sur ces intéressants éclaircissements. Donc ensuite, j'aimerais savoir quels seraient les défis par rapport à la traduction de ces recherches, de ces données probantes, sur les prises de décision des institutions, par exemple. Ok. Merci beaucoup pour la question. Les défis peuvent être résumés en trois groupes de façon vraiment essentielle. Le premier groupe de défis, c'est que, bon, d'abord, reconnaissons que l'utilisation des données probantes dans les politiques publiques dans la région est encore assez faible. Et c'est faible à cause de trois groupes de défis, comme je le disais. Le premier groupe, c'est
c'est un défi qui est assez subtil, mais qui a tout son sens. C'est le défi de la pertinence. Les décideurs politiques ne peuvent pas utiliser des données probantes si elles n'ont pas demandé. C'est assez simple. Actuellement, nous avons un système de recherche qui produit beaucoup de recherches de très bonne qualité, mais qui n'ont pas pour base une certaine demande des décideurs politiques. Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Je vais donner une seule raison pour illustrer. Nos thèmes de recherche sont décidés dans la sous-région, et je vais même dire au niveau continental, pas là où les financements sont. Donc c'est lorsqu'il y a financement quelque part qu'une recherche se mène. Et comme vous le savez, nos États ne sont pas encore en capacité de financer totalement la recherche-développement. Ils ont pris l'engagement à Malabo il y a plusieurs années d'allouer 1% de leur PIB au financement de la recherche-développement. Mais jusqu'à maintenant, l'Afrique du Sud même qui est, on peut dire, le pays qui finance le plus sa recherche de façon locale est encore à 0,85%. Donc le financement de la recherche est encore très faible dans nos régions, ce qui signifie que les financements que nous avons sont souvent des financements extérieurs qui viennent très souvent avec un certain agenda et qui, d'une manière ou d'une autre, orientent la sélection des sujets et des thèmes de recherche. Donc, on se retrouve dans une situation où l'adéquation entre les besoins des politiques pour la prise de décision ne sont pas forcément ce qui est pris en compte dans la conduite de recherche. Ça, c'est le premier élément de défi. Le deuxième élément de défi, c'est la question de l'accessibilité. Même quand la recherche est pertinente et qu'elle est conduite, elle est souvent mise dans un format qui n'est pas accessible à l'utilisateur final, au décideur politique par exemple. Je vais vous donner juste deux cas pour vous illustrer de quoi je parle. Les meilleures recherches qui sont conduites en Afrique francophone sont publiées dans des revues anglophones. Ça signifie que la recherche que nous produisons est de bonne qualité, mais les résultats sont mis sous un format qui, de point de vue déjà de la langue, constitue une grande barrière. Nos décideurs politiques, nous sommes dans des pays francophones, ils sont d'abord francophones. S'il y a une recherche qui est produite et mise en anglais, c'est déjà une première barrière. En dehors de la langue, il y a aussi la barrière même du contenu, c'est-à-dire le contenu n'a pas été écrit pour des décideurs. Comme on le dit souvent, les chercheurs aiment se parler entre eux. Donc, le résultat de recherche est mis dans un style, dans un format qu'un autre chercheur peut comprendre, mais pas forcément le décideur. Donc, on a aussi une question d'accessibilité. Le troisième élément de défi, c'est la question de l'utilisation. Même quand la recherche est pertinente, quand elle est accessible, il faut qu'elle soit utilisée. Et pour qu'elle soit utilisée, il y a un certain nombre d'éléments qui doivent être mis en place qui ne sont pas encore suffisamment en place. Je vais donner deux exemples. Le premier, c'est la question de la motivation. On sait très bien que le décideur politique, il est là pour assurer le coût du développement de son pays, mais derrière, on sait très bien qu'il est aussi là pour d'autres intérêts et qu'il est tiré par plusieurs contraintes et plusieurs pressions. Donc, il n'a pas toujours le temps et les motivations de devoir se référer à des données ou à des résultats de recherche pour pouvoir prendre une certaine décision. Donc, s'il peut s'en passer, il le fait. Et surtout, si cette recherche dont on parle est faiblement pertinente par rapport à ses besoins, n'est pas accessible, alors l'utilisation sera très faible. Donc, on a aussi un gros défi d'utilisation qu'il faudra aussi adresser. Le deuxième cas d'illustration par rapport à l'utilisation, c'est la dimension capacité. Des fois, la recherche, elle est là, la recommandation est pertinente, mais il n'y a pas dans l'écosystème ou bien auprès de l'acteur qui doit utiliser les capacités nécessaires. Donc, pour me résumer, les trois défis sont les défis de pertinence de la recherche, les défis d'accessibilité aux résultats de recherche et des défis d'utilisation par les décideurs qui sont censés être les utilisateurs finaux. Ok, si je comprends bien votre explication, c'est pour résumer, pour faire un simple résumé, c'est qu'il y a un fossé entre les producteurs de données et les décideurs publics. Oui. Bon, maintenant, si parmi, dans le milieu francophone, je pense qu'il y aurait peut-être des exemples à donner sur des initiatives sur l'utilisation des données probantes qui sont une réussite en général, de façon générale. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns? Oui, je peux. Il y a tellement d'exemples. Comme je le disais au début, on
on est vraiment dans une période assez dynamique avec beaucoup de signes positifs et on voit sur différents plans des efforts qui sont faits pour pouvoir renforcer l'utilisation des données probantes dans la formulation des politiques publiques. Je prends l'exemple du Bénin qui a fait quelque chose qui est très pertinent pour pouvoir faire face au premier défi de pertinence dont j'ai parlé. Le Bénin dispose désormais depuis 2 ans déjà, d'un agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition. En d'autres termes, c'est quoi? C'est un ensemble d'une centaine de questions de recherche qui viennent des besoins des politiques et des praticiens dans le secteur de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Là, on parle concrètement de quelque chose qui peut vraiment renforcer la qualité et la pertinence de ce qui est produit dans ce secteur en particulier. Dans la région aussi, on a un élan de renforcement de l'architecture réglementaire et institutionnelle pour renforcer l'institutionnalisation de l'utilisation des données probantes. Parce que comme je le disais avant, il faut que les décideurs aient la motivation d'utiliser les données probantes. Et une motivation, c'est d'institutionnaliser l'utilisation. Et quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, ils sont déjà allés jusqu'à mettre, par exemple, la question de l'évaluation au niveau d'une loi. Donc, ils ont pu mettre en place le cadre réglementaire et même des institutions dédiées pour pouvoir renforcer l'utilisation des données probantes. Donc, ce sont là quelques exemples de ce qui se passe dans la région et qui montrent réellement qu'il y a une certaine volonté et une certaine dynamique progressiste de continuer à renforcer l'utilisation des données probantes dans la région. Oui, c'est pertinent. Comme vous avez dit, il y a toujours des exemples à donner, des bonnes pratiques dans certains pays. La prochaine question va s'intéresser à l'évolution, à la technologie. Comment les outils technologiques peuvent-ils mettre à profit pour soutenir l'utilisation, la production des données probantes dans la zone? Oui, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années en termes d'outils technologiques, par exemple en termes d'intelligence artificielle. Il y a vraiment des progrès et il y a des signes qui nous montrent qu'on aura de plus en plus d'outils qui vont aider le travail de réduction du fossé entre la production et l'utilisation des données probantes. Et en termes d'outils technologiques, je vais m'accentuer un tout petit peu sur l'intelligence artificielle. Actuellement, nous avons surtout les IA qui sont de type LLM, Large Language Model, qui, l'exemple le plus connu par tout le monde, c'est ChatGPT. Ça nous permet aujourd'hui d'aller plus vite dans ce que nous appelons l'intermédiation de connaissances. D'aller plus vite, pourquoi? Parce que maintenant, on est capable de générer des types de contenus qui sont facilement assimilables par le décideur politique. Il y a quelques années, quand vous aviez un article scientifique, moi, mon institution, ACED, on avait fait un travail autour des années 2019-2020 où on avait synthétisé 400 articles scientifiques sur la thématique de la sécurité alimentaire pour le Bénin. Et pour le faire, on était obligé de lire tout un article scientifique et de produire un résumé à l'intention des politiques. Et je me rappelle très bien des efforts humains et financiers qui avaient été mis en ce temps. Si ce même travail doit être repris aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on avait utilisé, je pense, 4 chercheurs associés. Aujourd'hui, un seul chercheur associé, à l'aide de l'intelligence artificielle, peut faire ce travail seul. Parce qu'une fois que vous avez du contenu, ça peut être compris par une intelligence artificielle et vous aider à générer un résumé selon le ton, le format et la facilité de compréhension que vous voulez. Et ça, c'est énorme dans notre secteur de knowledge translation. Donc, voilà quelque chose que la technologie nous aide à faire. Le deuxième point aussi, c'est toujours dans l'accélération de nos capacités à produire des briefs. Qu'est-ce que nous avons souvent dans l'écosystème? Nous avons souvent des décideurs politiques qui nous font appel et qui disent « Ah, je suis sur telle décision, nous voulons aller dans ce sens. Est-ce que vous pouvez nous aider avec une synthèse des connaissances existantes ?»
Avant, quand on avait des requêtes de ce genre, on pouvait passer 6 semaines à 10 semaines avant de faire un retour aux décideurs politiques. Mais aujourd'hui, le temps est totalement réduit parce qu'on a des outils qui peuvent ingérer une grande quantité d'informations et produire un type de contenu qui est facilement digeste pour le, euh, le décideur politique. Mais sur cette question de technologie, je voudrais faire une nuance et un bémol pour pouvoir clarifier un peu les choses. La technologie ne peut pas résoudre tous nos problèmes. La technologie reste un outil et nos vrais problèmes vont toujours rester entiers. L'un des défis que nous avons dans le secteur de l'utilisation des données probantes, c'est le défi du relationnel, de la confiance. Le décideur doit avoir une très bonne relation avec celui qui lui apporte une certaine donnée probante. Il doit avoir une confiance en cet individu et la technologie ne peut rien faire dans le relationnel et dans la confiance entre des humains. Donc, il faut qu'on garde à l'esprit que la technologie reste un outil que nous allons utiliser, qui vient avec ses biais, qui vient avec ses sources d'inégalité. Je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans ces détails parce que c'est le langage aussi dont on parle. Il faut que nous, en tant qu'Africains, il faut que nous, en tant qu'acteurs locaux, nous comprenions la technologie qui est derrière et que nous n'utilisons pas la technologie pour répéter les mêmes inégalités que nous connaissons déjà. Donc, il faut que la technologie soit considérée pour ce qu'elle est et c'est un outil qui doit être utilisé avec tout le bon sens, avec toute l'éthique que nous, les humains, nous avons naturellement. Ok, parce que là, je pense qu'à titre personnel, je me pose la question souvent jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle dans la recherche. Ça ira très loin, ça va déjà loin. Il y a, je vais dire, le métier de chercheur est en train d'être revu déjà. Quand vous voyez un peu des technologies ou bien des intelligences artificielles simples, comme ChatGPT, ça remet déjà en cause totalement la capacité de rédaction du chercheur. Et il faut que le métier de chercheur puisse être réinventé, que le chercheur retrouve sa place de l'homo sapiens pensant, qui peut comprendre des contextes, qui peut comprendre des dimensions éthiques que l'intelligence artificielle ou les outils technologiques ne peuvent pas comprendre. Mais tout ce qui est manuel, tout ce qui est très logique, tout ce qui est répétitif, la machine continuera toujours à faire ça mieux que nous les humains. Mais ça ne signifie pas que notre rôle en tant que chercheur, en tant qu'intermédiateur, va prendre moins d'envergure. Je pense même que ce sera plus amplifié, plus densifié. Il suffira simplement qu'on sache ce que l'humain est censé faire ou a toujours fait et comment la technologie peut nous aider. C'est clair. Maintenant, nous allons nous projeter sur l'avenir. Quel serait, selon vous, l'avenir de l'utilisation des données probantes dans le milieu francophone, dans un premier temps, et quel est le processus pour atteindre ces objectifs? Je dirais, premier élément en termes d'avenir, si on doit rester très positif et optimiste, c'est qu'on vienne à un moment où on n'a plus besoin, nous, organisations comme ACED, de devoir faire le plaidoyer pour la prise en compte des données, des recherches dans la prise de décision. Puisque c'est ce qu'il y a de plus évident que nous sommes censés simplement faire. Pour le moment, c'est encore assez faible, mais on espère qu'avec le temps, qu'on puisse arriver à un point où cela devient évident et de bon sens que le décideur politique cherche à avoir la meilleure donnée, la meilleure recherche pour orienter sa prise de décision. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par deux choses. Par un changement d'état d'esprit de nos dirigeants, première chose. Et deuxième chose, par l'institutionnalisation de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on vienne à un point où des systèmes sont en place et forcent l'individu qui est dans un système à devoir faire recours à ces données et à ces recherches dans sa prise de décision. Et que ce ne soit plus parce que le ministre qui est là est très enclin à l'utilisation des données probantes qu'on l'utilise dans le ministère,
mais que ce soit simplement parce que c'est déjà prévu comme cela qu'on utilise des données, des résultats de recherche pour la formulation des politiques publiques dans ce ministère et que même si on passe d'un ministre à un autre, que la pratique reste telle qu'elle. Les personnes passent, les institutions demeurent. Toujours. C'est une très bonne chose. Donc là, nous arrivons à la fin de ce podcast. Quel serait votre mot de fin? D'abord, vous remercier pour l'opportunité, le travail formidable que vous faites. Ce n'est pas toujours évident euh, de créer le contexte et l'espace pour avoir ce qu'on appelle connaissance implicite. C'est des choses que nous avons souvent dans nos têtes, qu'on n'arrive pas forcément à partager avec les autres. Et ce cadre que vous avez créé pour partager notre analyse du secteur, informer sur là où nous en sommes dans la région, c'est un travail assez formidable. Et voir aussi qu'il y a une génération de jeunes qui se préparent déjà pour pouvoir être des champions demain dans l'utilisation de données probantes. On peut aussi supposer que ces jeunes, lorsqu'ils seront à des positions de décideurs, que nous, on n'ait plus besoin, comme on est en train de le faire maintenant, de faire du plaidoyer, puisqu'ils seront déjà convaincus de la cause et qu'ils seront déjà prêts à utiliser des données probantes. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup.